Salut à tous, nous sommes aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. Nous allons découvrir une nouvelle discipline qui a des similitudes avec le motocross puisque cette discipline a deux roues. Cette discipline elle est très difficile également sur le plan physique mais aussi mental. Pourquoi il y a un lien avec le motocross? Parce que vous le savez, on parle de mental régulièrement en motocross. Et la personne qui est avec nous a une belle carrière, un vécu, a fait des choix sportifs également et c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo. Salut Kevin, je te remercie d'être avec nous. Avec plaisir. Bon, Kevin, coureur cycliste, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Professionnel, carrière, une belle carrière, une carrière assez atypique. Ouais, on peut dire ça. T'es tombé dans le vélo de bonheur. Déjà, présente-toi en quelques mots. T'es originaire d'où tout ça? Je m'appelle Kevin Le Danois, je suis donc tout juste retraité cycliste professionnel sur route. Comme tu viens de le dire, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Mon père est un ancien cycliste professionnel aussi. Et voilà, j'ai baigné dedans. Donc, arrivé à un âge, quand tu es à peine ado, tu as envie de faire un peu comme papa. C'est ce que j'ai toujours voulu faire et j'ai eu la chance du coup de faire 10 ans cycliste professionnel. Donc 10 ans de carrière pro. Sans compter les années amateurs, mais ça tu sais ce que c'est, hein, les années avant de pouvoir percer. Et donc ouais, j'ai eu la chance de vivre de ma passion les 10 dernières années. Alors on va revenir sur ta carrière, c'est le but un peu de cette vidéo. On va parler de pas mal de choses, j'ai parlé de mental, hein, mais on va parler de tout ça. Toi aujourd'hui, donc tu dis voilà, ton père était sportif professionnel et il me semble qu'il a gagné des étapes du Tour de France. Au Tour d'Espagne. Tour d'Espagne. Tour d'Espagne. Donc il t'a mis sur le vélo ou c'est de toi-même, tu t'es dit je vais faire comme papa? C'est moi qui ai poussé pour être sur le vélo. Lui, il voulait pas spécialement. À 13 ans, 13-14 ans. En fait, c'est moi qui ai poussé parce que, comme je te disais, l'envie de faire un peu comme papa, de voir ce que c'était. Moi, je faisais du foot avant. Et je pense par protection, pour pas que je me lasse trop vite du sport par rapport à toutes les contraintes, l'investissement, tout ce qui est avec, il a retardé un peu ma venue au vélo. Et c'est ce qui m'a permis d'être... Ça ne l'arrangeait pas du tout que tu fasses vélo? Non, pas du tout. Parce qu'il connaissait sûrement aussi les contraintes. Les contraintes, les sacrifices, le rythme de vie, la vie de famille, toutes les complications qui vont avec. Mais voilà, quand tu es motivé et que tu as envie de le faire... C'est intéressant parce que nous, dans le sport, dans la moto, tu vois, moi par exemple, là je viens d'avoir une fille qui avait 1 an, mais je crois que toi c'est pareil, hein, tu as eu un enfant. Un peu plus jeune, mais ouais, elle a tout juste 7 mois là, bientôt. Tu vois. Et limite, alors il y a des filles qui font de la moto, mais il y a moins de chances qu'une fille fasse de la moto quand même. Et moi, je veux dire, ça m'a presque arrangé parce que je connais notre sport, les sacrifices qu'il demande, le danger qu'il peut y avoir quand même. Ouais, exactement. Ouais. Et je me dis, bon, t'as pas envie de faire revivre ça, entre guillemets, un petit peu des fois. Alors, je suis un peu dans le même cas que toi, même si aujourd'hui le cyclisme féminin est en plein développlement, plein essor. Il est en pleine ascension. Il y a des équipes professionnelles qui sont bien structurées, presque comme les hommes, voire comme les hommes. Donc je suis pas sorti de l'auberge. Ouais, ça se trouve. Ouais. Et donc ouais, on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc toi, tu as commencé le vélo, tu avais des aptitudes déjà ou pas du tout au début? Alors, sans me jeter des fleurs, j'ai toujours adoré le sport. Peu importe le sport, quand j'étais à l'école, que ce soit du basket, du foot, du tennis, tout, tant qu'il faut se dépenser, en fait, j'adore ça. Et après, sur le vélo, ouais, j'ai eu assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais quand même des petites capacités. Et puis arrive à un certain niveau où, de toute manière, si tu bosses pas, t'as rien. Donc, les capacités font pas tout. Nous, tu vois, en motocross, souvent, quand on dit ouais, on ressent qu'il y a des capacités, il y a un potentiel. On parle surtout sur un potentiel technique, mobilité sur la moto. Quand tu as un jeune, tu vois, qui reproduit un geste technique facilement, tu dis bon, ben là, il y a quelque chose d'intéressant. Toi, là, tu dis il y avait des aptitudes déjà. Comment est-ce qu'on les remarque ces aptitudes dans le cyclisme? Plus par rapport à l'effort pur, à l'endurance, les capacités physiques premièrement, parce que c'est ce qui ressort le plus sur un sport d'endurance. Après, il y a un peu de capacité technique, je pense que je te rejoins un peu, mais plus par rapport à tout ce qui est analyse visuelle. Par exemple, toi en moto, je pense que tu montres, ou tu le fais en moto, le jeune qui a des aptitudes, il va réussir à reproduire assez rapidement en t'ayant observé. Sur le vélo, c'est un peu pareil, tu vois. Je pense plus à une descente de col quand tu es en montagne.
d'être souple, le regard à la sortie du virage, détendu. Plus tu es détendu, plus ça se passe bien sur le vélo, un peu comme en moto, je pense. Anticipation des virages, Exactement. trajectoire et tout ça. Analyse, quand tu es au milieu du peloton, on est 180 au milieu de la route. Réussir à analyser les mouvements, les gens qui sont devant, enfin les coureurs qui sont devant, donc tout ça tu le repères assez facilement. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc, bon, je me suis préparé une fiche, même si j'ai suivi quand même un petit peu, surtout dernièrement, un petit peu ce que tu faisais. Parce que pour la petite anecdote, donc, un jour, je me retrouve dans un hôtel à Clermont-Ferrand et il y avait toute l'équipe d'Arkea Samsic, là où tu as j'ai fait toute ma carrière. Ouais. Tu as fait toute ta carrière. Et ton papa, c'était le directeur sportif de l'équipe. Et par hasard, on s'est rencontrés là-bas. Et voilà, depuis, suite à ça, forcément, il y a eu un petit lien où j'ai suivi un peu plus l'équipe. Mais voilà, on va reparler sur ta carrière. Donc, si je me suis bien renseigné, 2014, c'est là où tout commence, première compétition. Alors, professionnel. Professionnel, voilà, professionnel. Ouais. Première compétition. En fait, dans le vélo, on peut être à partir de mi-août, enfin de début août. Si tu veux, pour expliquer, je vais essayer d'expliquer brièvement. La saison, elle commence début janvier en Australie. Mais en Europe, ça commence, on va dire, début février. De février jusqu'à mi-octobre. Quand tu es jeune, à partir du 1er août, tu peux être stagiaire. Donc tu peux intégrer l'effectif d'une équipe pro juste pour la fin de saison. Pour tester quoi un petit peu Pour que l'équipe te teste, ouais, voir ce que ça donne au niveau au-dessus, etc. Et donc moi j'ai été stagiaire le 1er août en 2014 et j'ai signé mon contrat dans la foulée pour passer professionnel en 2015. Donc voilà comment ça a commencé. Après sinon au niveau amateur depuis très longtemps. Est-ce que, alors c'est pareil là, c'est un peu le but aussi, de parler un peu de tout dans cette interview, mais est-ce que toi, le fait que ton père soit connu dans le milieu t'a aidé ou vraiment non, aujourd'hui, ton père t'a pas forcément aidé pour ça? Oui et non, ça aide parce que les gens mettent le nom plus facilement, enfin associent le nom plus facilement. Après, il y a toujours des jaloux, des gens qui comprennent pas. Ça met de la pression aussi, non? Ça met un peu de pression, plus chez les pros que chez les amateurs. Mais là où je tiens à remercier mon père, merci papa si tu regardes la vidéo, mais c'est qu'en fait, au moment où je suis passé pro, il m'a dit moi je veux pas t'aider, tu fais comme si j'existais pas, tu prends un agent et il faut que tu aies des résultats et c'est les résultats qui feront que tu passes pro. Et donc c'est ce qu'on avait fait à l'époque, c'est comme ça qu'on avait fonctionné et ça a très bien marché. Donc, Ouais, et puis même sur le côté mental, au moins tu savais qu'il fallait que tu te bouges pour y arriver parce que... en fait, ouais, et puis dans l'éducation que j'ai eue, c'est rien n'est acquis. Tu peux passer pro, c'est très bien, mais après il faut y rester aussi. Et c'est plus difficile d'y rester que de passer pro. D'accord. Oui, parce que... c'est ça, mais je pense que c'est un peu pareil en motocross. Une fois que tu es passé à l'échelon supérieur, si tu fais pas les sacrifices qu'il faut, si tu n'as pas l'investissement qu'il faut pour continuer à performer, merci, mais ça s'est bien passé 2 ans, merci, mais voilà, c'est terminé, quoi. Bien sûr. Donc 2014, tu avais quel âge? 21 ans. 21 ans. Donc passé pro, 21 ans. Ouais. Tu vois, moi j'avais noté 2015, première année chez Pro, mais non, c'est 2014 alors. Non, première année officiellement, l'année de contrat c'est 2015. 2015. Tu obtiens un titre de champion du monde aux États-Unis. Ouais. C'est ça, à Richmond? Oui, exactement. Voilà. Donc 2015, première année en fait, directement tu performes. Ouais, alors je performe, mais la petite subtilité c'est que je performe au niveau espoir qui représente les moins de 23 ans. Et en fait, à cette époque-là, les moins de 23 ans, moi je suis déjà professionnel, et les moins de 23 ans regroupent les coureurs amateurs et professionnels de moins de 23 ans. D'accord. Donc j'ai un petit avantage sur une partie du peloton, parce qu'il y a des coureurs qui n'ont jamais fait de course professionnelle. Mais il faut quand même aller gagner. C'est ce que je veux dire, tu es quand même humble, parce qu'au final, je pense qu'à un moment donné, ça regroupe les meilleurs sportifs. Ouais. Et puis c'est du vélo. Alors je sais pas, nous, par rapport, pour te remettre un petit peu dans le contexte, nous, le motocross, bon, déjà ça coûte cher, mais le vélo aussi, de toute façon, je pense qu'on va en venir, on va parler un peu de chiffres aussi, mais il n'y a pas non plus, c'est pas comme du foot, où le foot, tu as des clubs, tu as 40 gamins qui font du foot dans chaque ville. En vélo, il y a quand même beaucoup de concurrence, ou pas, honnêtement? Alors, beaucoup moins qu'au foot, c'est clair. De toute manière, il n'y a rien qui est comparable au foot, je pense. Pour te donner une idée, le peloton amateur,
les meilleurs amateurs français, il y a entre 150 et 200 coureurs. Il y en a moins d'une dizaine qui passent pro par an. Une dizaine qui passent pro par an. Donc ça fait 5%. Ouais, ça rejoint un petit peu notre sport, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est à peu près similaire en termes d'effectifs, à peu près similaire au motocross. Et quand tu es amateur comme ça, là, donc tu étais en espoir, une saison, quand tu dis la différence entre passer amateur et pro, c'est que tu étais payé déjà? Amateur, non. Juste défrayé. Donc tu t'es remboursé de tes frais de déplacement, tes frais d'hôtel, etc. Mais pas de salaire. Tu avais quand même 21 ans? Ouais. J'ai arrêté mes études à 19 ans, après la sortie de mon BTS. Et c'était convenu avec mes parents que je fasse mon BTS. Si j'ai mon BTS, j'avais le droit de faire un an sabbatique, entre guillemets, pour faire que du sport. C'était la motivation? Ouais, c'était ça la motivation. Et que tu as... Et ça s'est plutôt très bien passé, donc heureusement, parce que après, comme tu dis, à 21 ans, pas de salaire, ça passe vite, quoi. Faut penser à travailler. J'ai une question qui est intéressante, où des jeunes vont se retrouver, ou même des parents qui regardent cette vidéo. Des fois, les parents se disent « Ah, mais il va à l'école, je sais pas s'il faudrait pas qu'il arrête l'école », souvent les gamins qui demandent, ou alors qui disent « Non, mais moi, il faut qu'il continue l'école, mais il passe peut-être à côté d'une carrière aussi ». Enfin, comment tu le vois, toi, ça? C'est compliqué, il y a les deux écoles. Même moi, tu vois, à mon époque, mais on a quasiment le même âge, j'ai l'impression de parler comme un vieux quand je dis ça, mais il y a 10-15 ans, c'était tabou, c'était même critiqué d'arrêter l'école à 16 ans pour essayer d'avoir une carrière dans le sport. Aujourd'hui, le truc, c'est que les équipes pro regardent de plus en plus jeunes, à l'image du foot. Donc, si tu veux passer pro, soit tu prends le risque d'arrêter l'école tôt, sans avoir de bagage technique ou de bagage derrière. Mais pour toi, il n'y a pas de règle, quoi. Ça dépend des parents, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de... C'est surtout, il n'y a pas de règle à proprement parler. Par rapport à la préparation physique que demande que ce soit le motocross ou je pense le cyclisme, où des fois, il n'y a pas trop de temps pour pouvoir le faire. Bah non, c'est clair. Moi, je sais que quand j'étais en BTS, j'allais m'entraîner la semaine, le soir, avec ma lampe torche installée sur le vélo, j'allais m'entraîner la nuit, quoi. Comme on dit nous dans le jargon, tu vas t'entraîner à la pile. Aujourd'hui, il faut faire tellement d'heures à l'entraînement, tout a tellement évolué, c'est plus possible. Donc il faut faire des sacrifices. Est-ce que ça jouait sur tes performances, tu penses? Sur tout ça, en fait. Le fait que tu devais décaler tes entraînements, est-ce que mentalement ça te fatiguait pas plus? Je pense que mentalement ça m'a fatigué, mais c'est ce qui m'a aussi permis au moment où j'ai eu le temps, de faire beaucoup plus de volume à l'entraînement. Parce que du coup, quand tu t'entraînes le soir, tu t'entraînes 1h30, 2 heures maximum, tu vas pas rentrer à 23 heures de l'entraînement. Tu peux quand tu es à l'intérieur, quand tu es dans une salle. En vélo sur la route, c'est déjà assez dangereux comme ça. Si en plus tu vas rouler la nuit, c'est compliqué. Alors justement, c'est ça qui est intéressant. On va venir un petit peu sur la charge de travail. Nous aujourd'hui, j'en parle régulièrement, il y a un manque de structuration un petit peu en motocross où la plupart ne s'entraînent pas à côté de la moto ou ne savent pas vraiment quoi faire en motocross. D'ailleurs, moi j'ai essayé de mettre en place des programmes d'entraînement pour ça parce que je trouve qu'on doit professionnaliser, structurer ce sport. En vélo, ce sport il est connu quand même en cyclisme pour faire des charges de boulot de malade, quoi. C'est vrai. Ouais. On a des belles semaines. Combien de kilomètres par semaine à la fin de ta carrière, quoi, vers la fin là? Par semaine, je sais pas. On va dire entre 500 et les plus grosses semaines, ça va jusqu'à 800 km par semaine. Une grosse semaine d'entraînement, c'est entre 30, on va dire entre 25 et voire 35 heures de travail. Donc ce qui représente... c'est énorme, mais pas que du vélo, je me doute, renforcement. Quasiment que du vélo. En pleine saison, je suis pas trop adepte, j'ai fait du renforcement, j'ai fait de la préparation musculaire en salle, je suis pas trop adepte. Alors il y en a qui trouvent leur compte, ça c'est vraiment un titre perso, hein. C'est pas une vérité. Moi je préfère faire des heures sur le vélo, bon en tout cas je préférais, parce que maintenant j'en fais beaucoup moins, mais je préférais faire des heures sur le vélo, c'était à mon sens plus utile pour moi que de faire une préparation en salle. Et sur le vélo, là, quand tu pars pour des sorties, je me doute de 200, 250 bornes, ça doit arriver des fois, non? Ouais, à l'entraînement, 200 km. 250, ça commence à être rare. Tu penses à quoi? Parce que c'est long, quoi. Plein de choses et rien à la fois. En fait, tu penses à plein de trucs. Tes objectifs, pourquoi tu le fais, non? Ouais, plein de choses. Tu penses à vraiment plein de choses différentes. Tu penses à... Toi, je prends l'exemple l'année où j'ai fait construire ma maison, tu penses à ta construction, tes artisans, machin, enfin tu fais des points sur tout. Et à la fois, quand tu te retrouves tout seul, en plein milieu de la nature,
bah, ça te permet aussi d'évacuer tout ce que tu as pu emmagasiner avant, de vraiment décompresser, de profiter en fait juste de la nature, d'être là et de te concentrer sur toi-même. Et si un jour, ça a dû t'arriver, comme moi je sais que quand j'étais pilote ça m'est arrivé, tu te lèves un matin et tu te dis putain faut que j'aille à l'entraînement et des fois on a moins de motivation que d'autres jours. Ça m'est arrivé beaucoup de fois l'hiver. Bah oui, le avec froid, le mauvais temps, la pluie, le froid, de me dire il fait 3 degrés, il pleut, j'ai pas envie d'y aller quoi. Bah oui, et moi je sais que j'arrivais à me motiver parce qu'il fallait. Je me disais, ah, mais attends, tu bouges le cul, tu as des objectifs à aller chercher, tu veux y arriver, c'est peut-être des journées comme ça qui vont te forger. Mais c'est pas facile. Tu disais quoi toi quand tu te demandais? Je te rejoins, c'est pas facile, mais en fait tu te dis, si moi j'y vais pas là et que les autres ils y vont, je prends déjà une cartouche entre guillemets, je prends déjà un train de retard quoi. Donc si les autres ils y vont, je dois y aller en fait. Si je veux être performant, la différence, ça se fait là, quoi. Moi, je le joins vachement à la préparation mentale parce que tu sais, on dit toujours, le jour d'une compétition, tu dois arriver sûr de toi, personne ne doit te faire peur. Mais moi, je pars du principe quand même que tu peux pas arriver sûr de soi si tu sais que tu as fauté, entre guillemets. Ouais. Je te rejoins. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins. En fait, psychologiquement et mentalement, si tu sais que tu as tout fait pour être à 100%, tu peux pas te mentir à toi-même. Il peut rien t'arriver. Enfin, tu arrives avec un niveau de confiance où tu te dis j'ai tout fait, je peux rien faire de plus, il peut rien m'arriver. Si tu as loupé 2-3 entraînements par-ci par-là, tu es dans le doute. Et si tu es dans le doute, tu as déjà perdu. Bah, bien sûr. Parce que on le sait, la clé de la réussite, moi je suis beaucoup sur le mental avec mes sportifs, vraiment. Ils n'ont pas le droit de douter en fait. Mais par contre, pour pas douter, faut mettre en place des choses et il faut des fois se faire du mal mentalement. Mais et c'est pour ça que moi ça m'intéresse parce que nous, en motocross, ça reste des sessions quand même. Tu pars pour des manches, allez, les plus longues manches qu'on va avoir, c'est 30 plus 2 à l'entraînement à préparer. Quand toi tu me parles des sorties de 200 bornes, à combien de kilomètres/heure? Ça dépend, ça varie des exercices et tout, mais j'ai déjà fait en une journée ce qu'on appelle du tri quotidien, donc 3 entraînements dans la journée avec du derrière scooter, donc pour simuler la vitesse d'une course. D'accord. Ça veut dire premier entraînement à 8h, dernier entraînement à 8h le soir. Oh. Et tu fais dans la journée, tu fais 270 km et tu as passé quasiment 8 heures sur le vélo. Et avec une moyenne, je sais pas si tu parles en moyenne. Derrière, ouais. Alors maintenant, il y a tout en fait. Nous, on parle en puissance, on parle en watts. Ah ouais. On parle aussi en vitesse. Il y a une époque, on parlait en moyenne cardiaque. Ouais. Je te coupe un peu parce que nous, quand on fait des sorties vélo, on va tourner entre 30 et 33 de moyenne des fois. Alors moi, j'en fais moins maintenant du sport, mais 30-33 de moyenne, mais déjà t'es rincé, tu vois. Mais ça doit te faire rigoler ça. Non, alors bizarrement non, parce que moi à l'entraînement, une sortie d'endurance c'est 30-31 de moyenne. D'accord, ok. Mais par contre, il y a des journées où, tu vois, je prends l'exemple là, il y a 3 semaines, juste avant que je tombe en course et que je me fasse mal. Mais il y a 3 semaines, en préparation pour une Coupe de France là, en cyclocross, j'ai fait 1 heure derrière voiture pour vraiment accélérer, mettre la poignée, quoi, comme on dit. J'ai fait 1 heure à 60 de moyenne. 60 de moyenne. Mais en fait, c'est énorme par contre, 60 de moyenne. Alors derrière la voiture, tu forces vraiment pas. Vraiment... mais quand tu dis derrière la voiture, t'es à quoi? T'es à 1 mètre? Je suis à 2 cm du pare-choc. Je suis vraiment collé à la voiture. Comment tu fais? Parce qu'il faut être concentré à 100%. Là. Ouais, déjà il faut avoir confiance en pilote. Le pilote en l'occurrence c'est mon père, donc je sais que très peu de chances qu'il m'arrive quelque chose. Et lui il met le régulateur, il fait comment? Non, tout à l'accélérateur est vraiment en gestion. Après, au faciès, en fait, il voit si je suis bien ou pas bien, il voit si ça va trop vite, s'il accélère trop vite. Là, en fait, vous, ton père, c'est ton sparring partner, quoi, en fait. Enfin, il te connaît, ça, ouais. faut le connaître, le coureur. Pour ça, ouais, il me connaît par cœur. Juste au visu, il sait comment ça se passe. D'accord. Ouais, c'est beau. Je pense un peu comme toi, à l'image, je pense un des pilotes que tu connais le mieux sur la moto, c'est peut-être Mathis. Oui, tout à fait. Je pense que le jour où tu le vois rouler, tu sais s'il est dans un bon jour ou s'il est tout à l'envers. Tu suis quand même le motocross. Je suis le motocross. Ouais, donc tu sais que on a. Oui, moi c'est pareil. C'était un pilote que je connaissais par cœur, entre guillemets. Mais c'est vrai que tu le sais, au bout de 5 minutes, tu le vois monter sur la moto, tu sais si ça va être une bonne journée ou pas. Quoi. Bien sûr. C'est un peu la même chose avec mon père. Bon, on avance un peu dans ta carrière. On parlait de ce titre Espoir, champion du monde aux États-Unis, 2016. Je me doute de grosses ambitions. Et là, première grosse blessure en Italie. Ouais. Fémur. 2017, 2016, tu mets le doute.
Bah moi j'ai mis, je crois que c'est 2010. J'ai mis 2016. J'ai le droit de me tromper. Non, ouais, mais je sais plus. Mais oui, non, en fait. Bah, tu vois, tu parlais du mental. Ouais. Deuxième année professionnelle. Par contre, t'étais un bloc, non? T'as envie de bien faire. Bah voilà. ouais, bien sûr, t'es jeune, tu penses qu'à ça, t'as envie de bien faire. Je me revois partir en stage dans le sud de la France pour avoir la meilleure météo possible. Tout mettre en œuvre pour être bien. Donc tu fais 2 semaines de sacrifices. Tu fais 2 semaines de stage, loin de ta famille, tout seul dans un petit appartement. Donc ça c'est intéressant parce que tu vois, nous on parle de sacrifice. Bon ben là tu me parles, tu me dis loin de tes parents, loin de ta famille, c'est un sacrifice pour un sportif. À l'époque j'étais célibataire, j'avais pas de vie de couple entre guillemets, donc c'était moins difficile de partir. Tu sacrifies, mais bon, tes parents c'est tes parents. Et puis arrivé un moment où les parents t'as plus envie de les voir tous les jours non plus, donc c'est moins compliqué. Mais tu sacrifies tout pendant 2 semaines, tu fais des semaines à 25 heures de sport où vraiment tu te fais mal à l'entraînement, tu te fais mal sur la nutrition. Parce que y a aussi l'approche, tout ce qui est nutrition, il faut être irréprochable. Ah, tu pesais tes aliments, je sais pas à ce point-là, parce que j'aime trop manger. Ouais. Mais non, tu fais gaffe à ce que tu manges. Tu fais gaffe au sommeil, hyper important. Tu arrives en course, tu fais 30 km, une petite chute anodine où la plupart du temps tu te serais rien fait. Et là, fracture du fémur. Ouais. À l'entraînement? Non, en course, en Italie, on a dit. Course, ouais. Et tout seul Pas tout seul, avec un coéquipier. D'accord, comment c'est arrivé? On discutait, en fait, en Italie, les routes, quand ça sont mouillées, c'est hyper glissant. C'est une petite savonnette, comme on dit. D'accord. Et on descend un petit col dans la montagne, route humide, et puis on perd l'adhérence. Donc, perd l'adhérence à faible vitesse, tu tombes de tout ton poids. Donc, tout ton poids, tu te fais mal. Mais vraiment une chute con quoi, donc le premier réflexe tu freines, sauf que quand tu freines et que la route elle est mouillée, tu décroches direct. Il se fait mal lui aussi? Lui c'est pas mal, moi je reste là, t'as le réflexe de te relever tout de suite et de dire c'est bon je repars, j'ai rien. Et là tu dis il y a quelque chose. Et en fait au moment où je me relève, j'ai encore la douleur, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, de me dire là faut que je me recouche parce que je vais tomber dans les pommes, je vais faire un malaise quoi. C'est un des seuls os que je me suis pas cassé. Mais déjà, quand tu te prends une petite béquille, tu sais là? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Déjà, tu le sens, ouais. Et là, je revois la décharge que tu te prends en te mettant debout et te dire, ouais, non, reste couché, ça va mieux, quoi. Bah, bien sûr. Donc, premier gros coup dur. Comment tu l'as vécu en tant que sportif professionnel à ce moment-là? Tu t'es dit, il faut que je me relève ou il faut que je remonte sur le vélo rapidement ou là, ça va être dur? Tu te dis, ouais, faut que je remonte sur le vélo, quoi. J'ai fait un stage et tout, je vais pas tout sacrifier là, ça peut pas s'arrêter là comme ça, quoi. Et puis t'es emmené à l'hôpital, les examens, le soir même on me dit faut que vous fassiez opérer le lendemain matin. Non, j'ai pas envie. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils t'ont mis quoi? Sûrement un clou tout long? Alors j'ai eu la chance que le fémur, pour entrer dans le détail, soit pas cassé de part en part. Si tu veux, pour l'image c'était net, mais c'était comme un bambou, tu sais que tu le plies, il casse jusqu'à la moitié, l'autre moitié elle est attachée. Et là, en l'occurrence, mon fémur c'était la même chose. Donc j'ai montré les radios à un chirurgien à Paris qui m'a dit pour moi l'opération elle n'est pas nécessaire, juste immobilisation au repos. Et, pas d'opération là? Pas d'opération. C'est rare un fémur sans opération. Ouais, j'ai eu la chance justement de ne pas être opéré. Pas de séquelles aujourd'hui? Pas de séquelles, pas de broche, pas de seconde opération pour enlever la visserie, les plaques, etc. Bien sûr, ouais. Donc c'est aussi ça qui m'arrangeait. Bien sûr, bien sûr. Et puis le fait aussi de me dire je peux refaire du vélo, pas dans 3 semaines mais dans 5. Mais par contre, si je retombe, la broche, elle va pas m'éclater la jambe, quoi. 5 semaines 5 semaines d'un fémur, tu as récupéré. Après, on dit qu'un sportif, moi je le vois... Un sportif en bonne santé récupère beaucoup plus vite. Ça récupère 2 fois plus vite déjà. Ouais. Moi, je le vois par rapport à mes pilotes, ou même moi-même. Moi, je me suis... On en revient au même. Si tu fais les sacrifices, si tu fais tout comme il faut, même quand tu as un coup dur, ça se passe mieux. Ça se passe relativement mieux que si tu fais des écarts, que si tu fais pas tout à 100%. Tu sais que moi, je parle d'anecdotes, c'est le but aussi de cette vidéo, mais je me pète une main, un championnat d'Europe en 2008, là, je me pète la main, je roule cassé, on met des infiltrations, je roule cassé, je gagne même comme ça, tu vois. Méfie-toi de ce que tu dis, parce que les infiltrations dans le vélo, c'est pas considéré comme légal. Hein. Là, écoute, légal ou pas, j'en sais rien, moi j'étais voir un docteur, il m'a fait des infiltrations. Je gagne comme ça, je chantais plein ma main. D'ailleurs, on va en parler de tout ça. Et puis, je vais passer dans la radio, métacarpe cassé. Ouais. Il me dit, monsieur, 2 mois et demi sans moto.
3 semaines après, j'avais une course en Finlande, championnat d'Europe aussi. J'étais en tête du championnat à ce moment-là. Et mon équipe sportive me dit faut boire du lait de chèvre. Ouais. Du lait de chèvre, j'ai dit mais c'est quoi ça, du lait de chèvre et il fallait boire 1,5 litre de lait de chèvre par jour, infect. Ouais. Et ben j'ai fait ça, et 3 semaines après, plus une douleur, et je gagne en Finlande. Okay. Et bon, par contre, j'ai un cal osseux qui jamais eu un cal osseux comme ça toute ma vie, mais on récupère quand même plus vite. Alors même si je pense qu'on récupère plus vite, quoi. 2 mois et demi, je passe à 3 semaines, quoi. Je pense que tout ce qui est autour de la préparation physique, de ce que je te disais, les sacrifices, tout, la nutrition, en fait, tu as des prédispositions pour récupérer plus vite. Ouais, carrément. Ton corps, il est prêt, en fait. Peu je suis importe ce d'accord qui lui avec arrive, ton corps, il est prêt. Ouais. Puis on s'en rend compte parce que je pense qu'aujourd'hui, je me blesse. Si je dis pas de conneries, tu t'es blessé quand tu as repris il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Tu t'es pété les vertèbres. Je me suis pété 3 vertèbres. Ouais. Alors, c'était pas des grosses cassures de vertèbres, mais c'était plus un tassement, Okay. fragmenté, quoi, en fait. Mais bon, là, oui, là, ça a été. Valentin, tu fais une connerie, arrête. Tu vois. Il est temps d'arrêter les conneries. C'était même pas prévu que je reprenne, et je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu, quoi, tu vois. Bon, on avance un peu dans ta carrière, donc tu reviens de cette blessure. Bon, j'avance bien là, mais je pense un gros coup dans ta carrière, 2018, premier Tour de France. Ouais. C'est quoi, c'est un rêve de sportif, ouais. Tu t'es dit, c'est quoi là? Non, c'est ça, c'est clairement ça, c'est le rêve, c'est le... Tu bossais pour ça? Ouais. Tu passes professionnel, en fait, tu passes professionnel, ton idée c'est de faire le Tour, dès la première année. Donc tu vois, ça faisait 3 ans que j'étais professionnel, je commence un peu à ronger mon frein parce que je vois que je peux être performant comme les mecs qui vont, mais à l'époque on est 20-25 coureurs dans l'équipe, il y en a 8 qui font le Tour. Donc il faut être dans les 8 sélectionnés. La particularité à l'époque... 8 meilleurs français, quoi, faut être. Hein. Enfin, 8 meilleurs de l'équipe. Il y a 5 équipes françaises qui font le Tour, il faut être dans les 8 meilleurs de chaque équipe. Ouais, quand même. Donc non, faut performer, il faut être légitime. Et puis tu l'as pas volé, quoi. T'es pris pour le Tour de France et qu'il faut y aller à la force des jambes, quoi. Et puis comme c'est ça. Et puis la particularité, c'est qu'à l'époque l'équipe, on est juste invité. Donc comme on est invité, l'équipe a pas trop d'idées de qui mettre en poste sur le Tour, de qui sélectionner. Donc on a la sélection que la semaine d'avant sur le championnat de France. Parce que là en fait, oui, ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même toujours une stratégie à mettre en place, hein, l'équipe. Hein, Ouais, en fonction du parcours, en fonction des coureurs leaders, en fonction de l'équipe qui va être alignée, il y a une stratégie de sélection. À l'époque, c'est pas tellement le cas encore avec l'équipe. C'est venu après parce que l'équipe s'est développée, a bien grandi, s'est structurée, etc. D'accord. Mais à l'époque, tu es sélectionné, sauf que théoriquement, il faut que ton pic de forme il soit mi-juillet pour que ça soit tout le Tour de France. Nous, pour être sélectionné, il fallait déjà performer avant. Pour justifier de la sélection, de dire que tu étais au niveau, etc. Donc bien souvent, le risque, c'était d'arriver trop près au tout début et puis de finir physiquement complètement mort à la fin du Tour de France. Ouais, tout à fait, ouais. Donc première sélection 2018. Et là, si je te coupe, mais si je me suis bien renseigné et je me souviens bien de ce que j'ai vu, tu tapes fort, direct. Ouais. Excès de motivation, non, mais surplus de motivation. Tout donné sur une étape. Premier Tour de France, en Vendée, en première plus. étape à la maison. Ah, chez toi, ouais. À la maison, donc tu peux difficilement faire mieux comme Graal, entre guillemets. Et on me dit, écoute Kevin, on n'a pas grand chose à jouer aujourd'hui, si tu veux te faire plaisir, prends l'échappée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. L'échappée sur le Tour, c'est les coureurs qui s'échappent dès le début de l'étape, qui ont potentiellement une chance d'aller au bout. Ce jour-là, on sait. Il y a une stratégie, tu peux pas le faire n'importe quand, ça. Ce jour-là, on sait très bien. Enfin, en fait, il y a toutes les conditions. Je connais l'étape. Ça arrive au sprint. Sur le Tour de France, une étape toute plate, il y a 300% de chances que ça arrive au sprint. Donc s'échapper, c'est se tirer une balle dans le pied. D'accord. Sauf que je suis chez moi. Il y a un peu de vent, donc ça va être nerveux toute la journée dans le peloton. J'ai envie de profiter de ma journée et l'équipe me laisse carte blanche pour aller devant. T'es dit c'est maintenant, faut qu'on parle de moi. Si j'y vais pas là, je vais louper un truc et en plus les jours d'après, t'as potentiellement plus de monde qui va être intéressé pour aller devant, ça va être plus dur de prendre l'échappée. J'y vais quoi, on me laisse carte blanche, si je saisis pas la première opportunité que j'ai, je le ferai jamais, donc j'y vais. Et là mentalement, rien peut m'arriver? Mentalement j'étais confiant, j'étais sûr de moi,
Mais tu es dans le doute parce que tu as quand même les 200 meilleurs coureurs au monde au départ. Tout le monde a optimisé sa préparation, tout le monde est à 300%. Puis quand tu fais ça, tu peux pas craquer quoi. Et puis t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, je veux dire, j'ai pas annoncé dans la presse ou quoi que j'avais gagné le tour. Mais quand quelqu'un fait une échappée, tu sais que voilà, c'est. T'as envie de bien faire quoi. Bah, bien sûr. T'as tout le monde qui te regarde, t'as tout le monde devant la télé, c'est diffusé dans 250 pays sur 260 au monde, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc t'as envie de bien faire. Et ouais, comme tu dis, la journée se passe hyper bien. Il y a un seul et unique point à aller chercher pour le maillot à poids à l'époque. Donc il faut absolument passer en tête de la seule bosse qui est répertoriée au classement des grimpeurs. D'accord. Et donc on arrive à l'approche du grimpeur ce jour-là. C'est mon père dans l'oreillette, c'est mon père qui est dans la voiture qui est directeur sportif, et on communique par oreillette sur le vélo. On dit quoi du coup? Et donc mon père il dit écoute, on arrive gentiment, 10-5 km du grimpeur, il dit écoute, on va commencer à jouer, fais-moi confiance, tu les laisses faire. On était 3 devant. Je dis ok, bon, je laisse faire. Je fais entièrement confiance à mon père à ce moment-là. Donc psychologiquement, il faut être fort, de se dire bon, je fais pas le con, je fais ce qu'on me dit, je craque pas parce qu'il y a quand même la pression, il y a 3 caméras moto autour, il y a la télé, il y a l'hélicoptère au-dessus, enfin il y a du monde sur le bord de la route. Et là, à 3, on n'arrive plus à s'entendre. Et à l'oreillette, j'ai le déclic en fait, il y a un moment il me dit bon écoute, c'est maintenant, désolé pour l'expression, mais il dit c'est maintenant, tu vas les baiser. Bon bah ok, on arrive dans la bosse. Et je passe premier du coup au sommet de cette bosse-là. Et quand il dit c'est maintenant, en fait, faut plus réfléchir. Faut partir. Faut plus réfléchir. Et tu rates plus derrière et tu fonces quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu es dans le peloton, un peu plus, t'as moins le vent, t'as tout ça. Ouais, alors après là, ça joue vraiment sur un laps de temps très court. La bosse, c'est 40 secondes d'effort, 30 secondes d'effort. D'accord, ok. C'est avant l'arrivée. Ouais, bien avant l'arrivée. Ouais. C'est avant l'arrivée, juste avant quoi. C'est 40 secondes avant l'arrivée. 40 secondes avant le sommet de cette bosse-là. Avant le sommet de cette bosse, d'accord, excuse-moi. Avant le sommet de cette bosse-là. Et après cette bosse-là, il reste encore 40 ou 50 km avant l'arrivée. Ouais. Mais moi, en passant cette bosse-là en tête, je sais que le soir, j'ai accès au podium. Je vais revêtir le maillot à poids. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Donc ma journée, elle est déjà 1000 fois réussie. Moi, je ne m'attendais pas à autant de trucs sur le premier jour de mon premier Tour de France, quoi. Et donc l'échappée se termine, on se fait reprendre par le peloton. L'étape arrive au sprint comme prévu. Mais j'ai la chance d'aller carter les podiums, remise du maillot. À l'époque, c'était le prince de Monaco, je crois, qui m'a remis le maillot, qui était sur le podium. D'accord. Donc, puis chez toi. Et puis chez moi, à domicile, quoi. Ah, c'est énorme. J'ai les frissons parce qu'il fait froid dans le studio, mais j'ai quand même les frissons rien que d'en parler, quoi. Ah, c'est énorme. Un des plus beaux, voire mon plus beau souvenir, quoi. Pour expliquer un peu à ceux qui regardent, le Tour de France, c'est comme on va dire, aller un motocross des nations. C'est la course la plus connue au monde aujourd'hui. Ouais. En termes d'événements sportifs, en fait, il y a les JO, la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Et là, c'est comme en termes de médias, je parle. Sur les 3 manches, il gagne une manche. C'est un peu ça, on va dire. Alors, je te laisse faire la comparaison pour le motocross parce que je m'y connais pas assez. Mais c'est comme gagner une manche du motocross des nations. Je pense. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, on avance un petit peu aussi dans ta carrière. Donc, Tour de France, tu l'as fait 2018 à 2023 non, 2018 à 2020. J'ai fait 3 ans de suite. 3 ans de suite. Mais 2021, 2023, pas de Tour de France? Non. 2023, Tour d'Espagne. Tour d'Espagne. J'ai comme quoi que tu as été capitaine de route. Ouais, alors ça, c'est quand je te disais des sélections par rapport à l'équipe et tout ça. Capitaine de route, c'est pas forcément celui à qui on demande de faire des résultats. Par contre, c'est lui qui aide l'équipe apparente à. C'est lui qui fait le relais un peu avec les directeurs sportifs qui sont dans la voiture. C'est pas frustrant ça, par contre, pour le coup? Alors ça peut paraître frustrant, mais moi, les 3-4 dernières années de ma carrière où j'ai été capitaine de route, il y a des fois, j'ai plus pris mon pied que si on m'avait demandé de faire des résultats. Moins de pression? Ah si, quand même, il y a de la pression quand même. Alors, moins de pression, oui et non. Un poil moins de pression. Le problème, c'est que tu as quand même la pression parce que si tu es capitaine de route et que tu es le premier lâché sur toutes les courses, t'es pas légitime, tu passes pour un con. Et pour conseiller les jeunes et être légitime auprès des jeunes, il faut tenir la route quand même. Donc niveau préparation, c'est la même préparation que si j'avais fait une préparation pour avoir des résultats.
Sauf qu'en course, c'est plus ce qu'on me demande. La différence, elle est là. Et le seul bémol, c'est que les gens qui regardent à la télé et qui connaissent pas forcément les subtilités du vélo, ils se rendent pas compte que le boulot de capitaine de route, ça va du début de la course jusqu'à la fin de la course, ou au moins jusqu'à le plus loin que tu peux quand c'est des étapes de montagne. Ouais. Et t'as pas forcément la reconnaissance visuelle à la télé, parce qu'il y a des jours où on va pas te voir du tout, et pourtant tu as fait un boulot de dingue. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi le premier en fait. Moi le premier, tu vas retenir celui qui fait le meilleur résultat, et alors que c'est peut-être que sans le capitaine de route, il en serait pas là, quoi. Ouais, mais alors, capitaine de route en moto, tu peux pas en avoir. Mais ça représente un peu ce que toi tu fais à l'entraînement la semaine avec les jeunes. Tu leur apprends la façon de courir, la technique de course un peu, les subtilités de dire si tu es à la bataille avec un mec, bah, peut-être laisse-le devant, reste 2 secondes derrière, tu vois où tu peux l'attaquer, et puis à un tour de l'arrivée, quand il faut l'attaquer, là tu y vas. Donc il y a un côté stratégie, mais mental aussi. Il y a un côté stratégique, il y a un côté mental, de dire, par exemple, moi je me suis vu en course, de dire à des jeunes, et maintenant t'arrêtes les conneries, si tu veux courir comme ça, tu retournes chez les amateurs. Là, on court pas comme ça. Pendant la course ? Ouais, pendant la course. De dire, si tu veux gagner la course, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu fais ce que je te dis. Moi, je peux pas gagner, par contre, toi, tu peux gagner si tu m'écoutes. Et du coup, c'est là que tu prends le relais un peu des directeurs sportifs. Puis tu dois connaître en plus les sportifs, parce que tu peux pas le dire à tout le monde. Il y a une manière de se comporter avec chacun. Et ouais, sauf qu'il y a des fois, s'il faut taper du poing sur la table, peu importe à qui tu t'adresses, même si le jeune il est un peu brusqué, tu vois, il est un peu choqué, un peu brusqué, bah, ça va le faire grandir. Ouais. C'est des jeunes qui sont payés, qui ont des attentes. Ouais, c'est des jeunes qui ont des grosses attentes, aujourd'hui qui ont des beaux salaires dès la première année. On peut en parler un petit peu, ça, des salaires, grosso modo, une fois, sans parler de chiffres précis, mais grosso modo, combien un sportif du Tour de France, tu vas me dire, ça va peut-être dépendre, c'est pour ça. Alors, je crois qu'en plus, dans la presse, il y a eu des articles sur les salaires moyens du Tour de France. Alors, n'en tiens pas compte, ça veut strictement rien dire. Parce que, pour te donner un exemple... Ça dépend de la carrière. Je pense que le gars le moins payé sur le Tour, ça va être le néo-pro qui vient de passer pro, qui est dans une équipe qui est juste invitée, donc qui est tout juste sélectionné comme moi ma première année. Ouais, tout à fait. Qui va gagner entre 3 et 5 000 euros par mois, ce qui est déjà une belle somme. Et le meilleur coureur sur le Tour, si on prend l'exemple de Tadej Pogačar qui a gagné le Tour, là il vient de signer un contrat, si je dis pas de conneries, à 30 millions d'euros pour 5 ans, donc ce qui fait 6 millions d'euros par an. D'accord. Ouais, quand même. Tu vois la différence de salaire. Mais après, le salaire moyen sur le Tour, je crois que c'était entre 150 et 200 000 euros. Mais quand tu as un mec qui gagne 6 millions par an, forcément, la moyenne, elle est faussée, quoi. Après, encore une fois, si on compare à du foot, bah, c'est pas du tout choquant. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les sacrifices d'un sportif sacrifies quand même, bon, tu parles à la blessure, le temps que tu passes, tu sacrifies un peu tes amitiés des fois parce que tu n'es jamais trop avec eux, tu es sorti, tu es machin. Une partie de ta vie de famille. Voilà, et c'est court. C'est court. Donc toi, si tu fais pas les sacrifices là, c'est encore plus court. Mais grave. Donc non, c'est clair. Ouais. Et ouais, d'accord, ok. Ouais. Et je m'attendais même à... Et tu vois, je m'attendais encore même à plus, tu vois. Ah ouais, non. Ouais. Après, toi, comme moi je dis, j'ai très bien gagné ma vie pendant 10 ans. Mais maintenant, il faut que je pense à aller travailler. Je peux pas me permettre de rester sans travailler. Ouais. Mais par contre, Oui, parce que toi, aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas le but non plus, mais là, les chiffres de 6 millions, c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui est meilleur. J'en étais très loin. Ouais, non, mais voilà, tu vois, très loin. J'étais plus. Les gens peuvent dire, attends, pourquoi il va travailler? Non, je vais pas travailler. J'étais plus aux alentours entre 80 et 100 000 euros à l'année. D'accord, ouais. Mais je crois que c'est même pas secret, parce qu'en plus, je pense que tu peux y trouver sur Internet. Mais comme je t'ai dit, moi j'ai pas forcément de tabou, enfin j'ai pas de honte. Non, ouais, et ça même. Alors c'est bien, mais aujourd'hui, quand tu arrêtes ta carrière de bonheur, en effet, ça suffit pas pour pouvoir derrière. Voilà, entre 30 et 35 ans, pour aller jusqu'à la retraite, il reste long, quoi. Écoute, tu vois, moi pour parler un peu chiffre aussi, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Moi, mes meilleures années que j'ai eues, ça tournait entre 80 000. Ma meilleure année, c'était 100 000, quoi, tu vois, 100 000, 110 000. Donc on est à peu près sur la même base, quoi. Voilà, si je mets tout bout à bout, pas que le salaire finalement, c'était avec mes primes de résultats, tout ça, donc oui. Mais ouais, ça suffit pas pour vivre. Non, je parle. Confirme. Ça suffit pour vivre sur le moment. Ça suffit pour bien vivre, voire très bien vivre sur le moment. Sur le moment. Ouais. Surtout que, comme tu disais, quand tu fais les sacrifices,
en soi, tu dépenses pas grand-chose. Tu fais pas forcément de sortie. Tu pars en vacances un peu une fois que la saison est finie, mais le reste du temps, tu profites pas beaucoup non plus, donc tu dépenses pas grand-chose. Mais oui, comme tu dis, une fois que ça s'arrête, faut penser à autre chose, quoi. Bien sûr. Alors, on va parler d'un sujet parce que forcément, nous, en motocross, il y a ce sujet-là. Il y a ce sujet-là forcément plus dans le vélo. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, j'ai regardé le reportage sur Armstrong Live. Tu l'as vu ou pas? Alors, j'ai vu Icar, moi, sur Netflix, comme tout bon cycliste. Je l'ai vu aussi, bien sûr. Et j'ai pas vu le reportage sur Armstrong parce que je sais de plus ou moins loin, je sais ce qui s'est passé à l'époque. Ça m'intéresse pas forcément d'avoir un autre avis que celui que je peux me faire dessus. Bien sûr. Je sais aussi comment ça fonctionne aujourd'hui. Je sais ce qui est mis en place pour lutter contre le dopage. Je sais ce que les gars font et ne font pas. Enfin, tu vois, en fait, je l'ai vu de l'intérieur. Je connais un peu tout ce qui se passe en lutte. Je vois pas pourquoi j'irais entre guillemets m'embêter à aller voir ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je sais comment ça s'est passé. Et puis en plus, j'ai les anecdotes de mon père. Enfin, j'ai plein de choses, quoi. Donc, tu vas pouvoir peut-être pas tout nous dire, mais nous en raconter peut-être. Ouais. Alors, après, je sais pas si en motocross vous avez ça, la base de données Adams. Je pense pas que vous l'ayez. Je crois que c'est pour les athlètes olympiques à la base et ça a été fait pour d'autres sports. Alors, je crois que si tu vas me dire, mais je crois qu'il y a un sportif qui l'a eu. Mais vas-y, dis-moi. C'est une base de données où tu rentres ta localisation 365 jours dans l'année, tous les jours. Et tu dois donner une heure où tu es disponible tous les jours. Si je dis pas de conneries, à l'époque, quand je roulais en Grand Prix, Gauthier Paulin, il a eu ça. Gauthier Paulin, c'était un des meilleurs pilotes français. C'était l'enfer, il me disait. Il doit toujours dire où il est tout le temps. Enfin, c'était une contrainte, carrément une grosse contrainte, quoi. Ouais, c'est une belle contrainte. Tu l'as eu, toi? J'ai eu obligatoirement pendant 10 ans et là je l'ai encore parce pendant 10 ans? Ah, mais t'as pas le choix, à partir du moment où t'es professionnel, t'as pas le choix. Si tu n'acceptes pas ça... Donc en gros, moi si j'avais bien compris, ils peuvent venir n'importe quel moment te contrôler, c'est ça? Alors entre 5h et 23h, tu peux avoir un coup de fil d'un numéro inconnu. Si tu es dans ton heure, par exemple, je te dis une connerie, aujourd'hui... C'est incroyable ça quand même. Aujourd'hui, je dois mettre où je dors pour dire que je suis disponible. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre. Vu comme j'ai arrêté ma carrière cette année, ça va jusqu'au 31 décembre. Je dois dire où je dors et je dois donner par jour une heure où je suis chez moi, ou par exemple je dois dire que je suis ici pendant une heure. Ça veut dire que si je réponds au téléphone, enfin je suis obligé de répondre au téléphone dans cette heure-là et je suis obligé d'accepter un contrôle antidopage. Si je le fais pas, je prends ce qu'on appelle un no-show, un carton jaune. Au bout de 3 cartons jaunes, tu es suspendu. C'est considéré comme un contrôle positif. Et pour revenir à ça, je trouve ça super frustrant moi quand même dans votre sport. Il y en a qui ont triché, mais les gens, quand ils parlent du vélo, vraiment, je te dis comment les gens parlent des fois, ouais, mais ils trichent tous, quoi, tu vois, et non, mais c'est débile parce que tu dis, mais attends, c'est des vrais sportifs. Alors même, moi, j'ai vu Armstrong Live. Si vous l'avez pas vu ce reportage, il est intéressant et pas intéressant parce qu'il le démonte quand même, mais ça reste pour moi, alors un grand champion quand même. Alors même si il a quand même, ça reste un grand champion, tu vois. Il y a les deux avis. Moi, je suis un peu de cet avis-là. Je me dis que de toute manière, à l'époque, c'était un peu, tout était autorisé, quoi. Enfin, je veux dire, Armstrong, il a été destitué de ses 7 Tours de France. Dans le top 10, je vais pas mettre grand monde à dos, mais je pense qu'il n'y en a pas un qui était vraiment à 100% pas borderline. Ouais, bien sûr. Maintenant, comme je t'ai dit, c'était une autre époque. Il y a des choses qui étaient autorisées à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc déjà, à partir de là, on ne peut pas comparer les 2 années, enfin les 2 périodes. Et après, comme je te disais, je sais ce qui est fait maintenant aujourd'hui pour lutter contre le dopage. Ouais. Il y aura toujours, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une société, il y aura toujours des gens qui auront le vice pour aller chercher le petit truc en plus. Bien sûr. Quitte même à mettre en danger leur santé, tu vois. Ouais, leur santé ou autre chose. Mais il y aura toujours des gens qui auront ce vice-là et de se dire, je flirte avec la limite. Maintenant, le truc, c'est est-ce que je prends le risque de la dépasser, est-ce que je la dépasse pas? Bien sûr. Mais le problème, c'est que même si tu as beau connaître les gens, quand ils sont chez eux, quand ils sont tout seuls, tu sais pas ce qu'ils font. Donc en fait... Et tu as été déjà des connaissances ou des gens que tu connais bien qui se sont fait prendre et que tu t'es dit putain... Alors proche de moi, non, que je connais bien, non. Après, il y a eu l'histoire sur le Tour de France en 2020 avec Nairo Quintana. Oui.
qui a été un peu particulière parce que c'est un Tour de France où je devais pas aller, pardon. J'ai remplacé un coureur qui était blessé tu vois, on m'a appelé le mercredi soir. Il fallait que je sois le jeudi matin à la présentation à Nice. Donc vraiment 10 heures pour faire ta valise, monter dans l'avion et aller sur le Tour. Il se passe ce qui se passe sur le Tour, sauf que ça on l'apprend que après. Et donc à l'époque, cette année-là, 2020, le Tour c'était au mois de septembre. Avec l'année Covid et tout avait été décalé un peu bizarre. La saison se termine et un matin, à 6h ou 7h du matin, ça frappe à la maison. Donc je me dis bon, contrôle Adams, je suis chez moi, ça est bientôt mon heure, contrôle antidopage, je vais ouvrir la porte. Là j'ouvre la porte, wow. La police, perquisition à mon domicile par rapport à ce qui s'est passé au Tour de France. Bon, ils font ce qu'ils ont à faire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Bien sûr. Ça a mené nulle part. Ça fait flipper quand même tout ça. Ouais. Bah là en fait tu te dis putain, à quelque chose près, le mec il fout tout en l'air quoi. Putain. Donc c'est pour ça que tu te dis bon. Bref, il se passe ce qui se passe. Moi de mon côté ça a mené nulle part. Enfin, clairement ils étaient là plus pour avoir ma déposition. Bien sûr. Et puis on en est resté là. Mais ça joue tellement un peu de choses. Si ça va plus loin, l'équipe elle coule. Ça met 30 coureurs, mais ça met 100 personnes au chômage. Enfin, tout s'arrête du jour au lendemain, quoi. Le sponsor se retire et puis il a 1000 fois raison. Après, l'image qui est associée, c'est plus la bonne, etc. Quoi. Donc, je t'ai posé cette question parce que je vais pas dire de nom, et puis c'est une histoire qui remonte à il y a longtemps. Quand j'ai été champion d'Europe en 2008, du coup, j'ai vu un sportif, je l'ai surpris en fait, en train de se doper, tu vois. Je n'étais pas censé le voir à ce moment-là, et j'en avais été, moi, choqué parce que je me disais qu'il n'y avait pas forcément besoin de ça. Et ce sportif-là, en fait, du coup, il était rentré même dans... parce que moi, quand je l'ai chopé, on en a parlé, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois. Ouais. Et il me disait qu'il en avait aujourd'hui... ça le mettait en confiance, et il me dit ça se trouve ça m'apporte pas grand chose, mais ça le mettait en confiance qu'il n'arrivait même plus à performer s'il n'avait pas tout ça, quoi, tu vois. Et j'en avais été un peu choqué parce que j'étais encore gamin, quoi, tu vois. Gamin, j'avais 18 ans. Mais tu t'attends pas à voir ça, enfin toi c'est pas comme ça que tu conçois le sport, quoi. Bah non du tout, ouais. Et puis voilà, et puis bon, ça en était resté là, si tu veux, mais je dirais pas de nom, mais en tout cas je pense que même dans le motocross, aujourd'hui, oui, il y en a en tout cas. Mais comme je te disais, je pense que dans n'importe quel sport, tu auras toujours quelqu'un qui voudra aller chercher le petit truc en plus, le petit pourcentage en plus. Bien sûr. C'est entre guillemets propre à la nature humaine. Hein. Bien sûr. Tu peux pas effacer ça. Hein. Mais maintenant, ouais, faut faire avec. Après, nous dans le vélo, maintenant, ce qu'on dit, c'est que tu peux pas être suspicieux de la moindre performance, sinon tu vis plus. Si à partir du moment où tu as un mec qui est plus fort que toi, tu dis bah c'est pas possible, il triche, tu te fracasses l'esprit en fait à réagir comme ça. Bien sûr. Il faut juste accepter aussi qu'il y a des gars qui soient plus forts naturellement, qui soient plus doués, plus forts, qui travaillent peut-être plus à l'entraînement. Mais comme tu disais, si mentalement toi tu fais tout et que tu es en confiance, bah il n'y a pas de raison. Après, complètement, je suis d'accord avec toi. Des histoires qu'il y a, ça reste extra sportif, quoi. Bon, ce petit aparté, mais on va parler d'autre chose, moi qui m'intéresse. Alors tu nous as ramené un beau vélo là. Ouais. Donc là c'est un vélo cyclocross. Ouais, exactement. Mais un vélo, le vélo que tu utilises au Tour de France, grosso modo, sans être vraiment dans le détail précis, combien ça coûte un vélo comme ça? Je pourrais regarder hein, pour être vraiment très précis. Hein. Mais ouais, parce que sur internet, sur les sites des marchands de cycles, tu as les prix. Mais un vélo du Tour de France, c'est grosso modo aujourd'hui 15 000 euros. 15 000 euros, ouais, c'est pas... À quelque chose près, mais ouais, 15 000 euros, je pense que je suis pas trop mal. Combien de kilos le vélo? C'est limité, il y a un règlement pour ça. Ah, tu vois, je savais pas. C'est limité au niveau du poids à 6,8 kg et on n'a pas le droit de descendre en dessous pour des questions de rigidité, de fragilité, du carbone, etc. Mais la plupart maintenant avec les freins à disque comme ça, freins à disque hydraulique, c'est aux alentours de entre 7 kg et 7,4 kg, on va dire. D'accord. Il y a des marques qui arrivent à descendre à 6,8 kg, vraiment à la limite. 6 kg, c'est fou. Hein. C'est peu. C'est plus léger qu'un pack d'eau pour l'image. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Alors, je me suis...
je me suis bien sûr intéressé sur tout ça, mais on va parler un petit peu aussi sur les liens entre le cyclisme et le motocross. Encore une fois, le mental. On va parler de mental, mais toi, tu te faisais aider mentalement ou pas? Non, jamais. J'ai jamais eu recours à un préparateur mental ou un psychologue ou même, je crois qu'en sophrologie aussi, ils ont une petite approche un peu comme ça. Parce que j'ai jamais été adepte, enfin, j'ai jamais trop adhéré en fait. Et aujourd'hui, il y a tellement, même encore aujourd'hui, alors que j'ai fini ma carrière, il y a tellement de gens, alors c'est pas tous les jours, mais je reçois des messages régulièrement, coach mental, ceci, coach mental, cela. J'ai jamais ressenti le besoin, moi personnellement, de me faire accompagner. Maintenant, je sais qu'il y a des coureurs qui le font, et j'en connais très bien dans l'équipe où j'étais, qui en ont besoin, pour qui ça marche très bien. Donc pourquoi pas? Mais toi, moi, j'ai jamais ressenti, en fait, comme je te disais au début, à partir du moment où tu as tout fait à l'entraînement, que tu n'as pas fait d'erreur, que tu as le plein de confiance, bah, je vois pas pourquoi j'irais me faire aider encore. En plus, ça me rajoute des contraintes. Bien sûr. Ouais. Ça me rajoute du temps de prix. Alors, c'est plus de l'entraînement, mais ça me rajoute du temps de prix. Voilà, moi, je dis que notre cercle vraiment de confiance doit être très limité. Et des fois, si tu as ton coach, ton préparateur physique, par exemple. Pour, comment dire, pour l'exemple, moi, mon préparateur mental, c'était mon entraîneur. Ouais, voilà. Ouais. En fait, à partir du moment où j'ai tout fait bien avec mon entraîneur, ben, mentalement, je suis dans les bonnes dispositions pour performer. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi aujourd'hui, les coachs mentaux, c'est bien, hein, parce que des fois, après, quand je pense, en moto, je pense que tu as un peu cet aspect-là aussi. Nous, quand tu as des chutes, des fois, tu as des blocages psychologiques. Et ben, pour déverrouiller ces petits blocages, ok, pourquoi pas aller discuter soit avec un petit, soit avec un préparateur mental, pour passer au-dessus. Oui, tout à fait. Et puis, une fois que tu es passé au-dessus, ben, garder ce lien avec si jamais tu as besoin, comme ça au moins la personne te connaît. Mais de là, aller la voir régulièrement quand tout va bien. Je te rejoins un peu. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Après, je sais qu'il y en a qui le font et pour qui ça marche très bien. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est propre à chacun. Et ça dépend des gens. Moi, je sais que avec mes pilotes, comme je te disais, je suis vachement sur le mental. Mais en fait, leur premier coach mental, finalement, c'est moi, parce que je les mets en confiance complètement. Je les connais. Et en effet, pour des déblocages, ça peut servir. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand je connais mon pilote, je dis maintenant, tu te lâches parce que tu es capable. Et en fait, le coach est lié à la confiance. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, ça se voit dans les vidéos, je pense, les vidéos toute la saison de championnat d'Europe, championnat de France avec Mathis. Tu le vois les journées où il fait de la merde. Et entre deux manches, psychologiquement, tu arrives à le faire switcher. Le circuit, il n'a pas changé, la moto, c'est la même, le pilote, c'est le même. Pourtant, psychologiquement, il a switché. Et tout à fait. C'est le rôle de l'entraîneur, comme tu dis. Exactement. En fait, le rôle de l'entraîneur, il est surtout finalement sur le côté mental. Ouais. On va avancer un petit peu aussi dans ta carrière, parce que là, on a parlé de ta carrière, mais en 2024, donc cette année, tu décides d'arrêter ta carrière. Ouais, un peu prématurément, et pas forcément. Enfin, prématurément. C'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça, de cette manière-là, on va dire. Raconte-nous. 2024 commence. Alors déjà, pour remonter un petit peu, 2022, j'ai failli arrêter le vélo complet parce que c'était encore les années. Enfin, encore. Ça existe encore, mais c'était les années où beaucoup tombaient malades avec le Covid. Tu avais un peu de séquelles. Moi, je suis tombé malade encore une fois après 2 semaines et demie de stage en altitude. Donc encore une fois, tu sacrifies tout. Là, au contraire du début de ma carrière, je suis avec ma copine. Je pars 2 semaines et demie au mois de juillet en altitude, donc tu t'éloignes vraiment. Tu fais tout pour. Je préparais le Tour d'Espagne, qui arrive mi-août, septembre. D'accord. Et donc on fait les courses de reprise fin juillet. Tout se passe bien, je suis content. Je rentre à la maison, malade. Tu es malade Covid? Malade Covid. Et alors je l'ai eu 2 ou 3 fois, je sais plus. Mais là, vraiment mal, quoi. 1 semaine de fièvre, cloué au lit, pas bien. Je remonte sur le vélo péniblement, je traîne un peu ma misère, je vais en course. Et en course, je me rends compte qu'en fait, mon corps, il y a rien qui va, quoi. On roule à 40 à l'heure en course, ce qui est extrêmement facile, en course, de rouler à 40 à l'heure. Au niveau du cœur, je suis à 180 pulsations minutes, je suis à bloc, à 2 doigts de me faire lâcher.
Vraiment dans le mal complet. J'ai jamais été dans cet état physique-là. Et psychologiquement, je craque. Parce que tous les sacrifices que tu fais, tout tombe à l'eau. Complètement, ouais. Tu es pour rien, mais voilà, c'est comme ça. Et là, clairement, j'ai le médecin de l'équipe au téléphone. Je suis à 2 doigts de chialer au téléphone. Je dis, écoute, c'est pas possible. Je dis, j'ai envie d'arrêter le vélo. Faut qu'on ait une discussion. Donc j'ai une discussion avec mon manager, avec Emmanuel Hubert, qui est le manager de Arkea BNB Hotel aujourd'hui. Okay. Je lui dis, écoute Manu, parce que je m'entends bien avec lui, donc on a une très bonne relation. Je lui dis, écoute Manu, ça va pas, j'ai envie d'arrêter le vélo. Je suis malade, je mets pas un pied devant l'autre. Donc il me dit, écoute, prends le temps, ta saison elle s'arrête aujourd'hui, tu as un contrat pour l'année prochaine, fais-moi confiance. Bien sûr, revu à la baisse, etc. Mais au moins j'ai ma chance pour l'année prochaine. Ouais. Mais il dit, prends le temps de te ressourcer, prends du temps pour toi, psychologiquement ça te fera du bien. Par contre, l'année prochaine, faut que tu sois d'attaque, faut que ça se passe bien, parce que cette chance-là, je te la ferai pas 2 fois, quoi. Donc un peu la pression pour l'année d'après. Complètement, ouais. Mais c'est ce qui me fait le plus grand bien. Honnêtement, c'est ce que j'avais besoin. Et à partir de ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans et demi, je me dis, ok, ça s'est passé comme ça. Maintenant, les années que je vais faire, ça va être que du bonus. Ça a failli s'arrêter, ça aurait dû s'arrêter parce que je pense que dans la plupart des équipes, j'aurais été remercié ou j'aurais tiré sur la corde jusqu'à la fin de saison et puis j'aurais été dégoûté du vélo. Là, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça, donc j'ai un peu cet état d'esprit de me dire ok, maintenant c'est que du bonus. Donc je pense qu'inconsciemment, depuis 2 ans, je fais moins d'efforts, je fais moins de sacrifices parce que justement, j'ai cette approche psychologique de me dire ça s'arrête, voilà, Et suite à ça, t'as fait quoi? T'as arrêté pendant 2 mois, 3 mois? J'ai arrêté 3 mois, j'ai refait de la course à pied avec mes copains, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du karting avec mon beau-frère. Est-ce que ça t'a pas fait du bien aussi de t'aérer psychologiquement? Si, ouais, carrément. Parce que tu vis, quand t'es sportif professionnel comme tu l'as fait, en fait, tu vis que vélo? Ouais, tu vis que vélo. Combien de fois j'ai dit à ma copine, non, ce week-end je suis pas là, ou ce week-end je suis là, mais s'il te plaît, on sort pas. Elle le comprenait, ça? On sort pas. Ouais, j'ai eu la chance qu'elle le comprenne, elle m'a tout de suite dit, le vélo était là avant moi, je respecte ça, quoi. Enfin, c'est ta priorité. Donc non. Donc toi, tu as plutôt une femme qui te soutient plutôt que qui te dit non, fais pas de vélo, vas-y, on va faire un. C'était pas ton cas dans le sens où tu le dis, non? Je sais pas, je rigole. Alors si, moi, non. Non, je te recoupe, mais j'ai eu la chance qu'elle me soutienne à 300% du début à la fin. C'est vrai que quand tu regardes, t'as des femmes qui jouent sur la carrière des pilotes aussi, des fois, des sportifs. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pour ça que mais là, c'est vrai que c'est bien quand t'as une personne qui te soutient, qui te dit allez, vas-y, fais-le. Tu vois. C'est ça. Après, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a jamais rien dit pour que j'arrête. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce que j'ai pris la décision d'arrêter en cours de saison suite à la naissance de notre petite fille. Ça y a joué? Ça y a beaucoup joué inconsciemment. Pourquoi? Peur de te faire une blessure? De plus en plus, mais ça je pense que c'est la peur aussi avec l'âge. Quand tu prends de l'âge, tu as envie de prendre moins de risques. Bah oui. Et je le voyais, j'étais moins à l'aise en course. À des endroits où il y a 10 ans, j'aurais jamais freiné, aujourd'hui j'étais le premier à freiner. Je me dis putain, j'ai pas le droit de freiner là, quoi. Mais pourtant psychologiquement, j'y arrive pas. Ah oui. Et c'est un tout après, puis il y a eu l'arrivée de notre petite fille justement. Et plus beaucoup de motivation, enfin en tout cas plus la même motivation à l'entraînement. Et comme je te disais en off avant qu'on commence, à l'entraînement tu commences à te demander pourquoi tu es là. À partir du moment où cette spirale allait enclencher, tu commences à te poser les questions et puis au fur et à mesure du temps ça a été assez vite, mais de me dire ok, j'ai plus envie. Et encore une fois, tu vois, l'équipe a été hyper cool parce que c'était au mois de juin et ils m'ont dit écoute, on t'a 1 mois, on se met en arrêt de travail burn-out, clairement c'était ça. On prend une décision dans 1 mois. Donc ça menait mi-juillet. Mi-juillet, j'ai été clair, j'aurais dit écoutez, j'ai pas fait 1 mètre de vélo en 1 mois. J'ai pas envie de remonter sur le vélo tout de suite. Ouais. Je dis ma décision elle est prise, quoi. C'est pas comme ça que j'aurais rêvé finir ma carrière. Mais tu fais pas toujours comme tu veux dans la vie, donc. Je sais pas si ça t'a fait comme moi, mais moi j'avais mon rêve ultime, c'était mon accomplissement de sportif, c'était d'être champion du monde. Et le jour où j'ai compris que ma carrière avançait et que je le serais plus, parce que à un moment donné, tu le sais, tu vois ce que je veux dire. Mais ma motivation n'était plus là parce que tu perds la flamme un peu. Ouais. Est-ce que toi ça a été ça un peu? Je sais pas. Pas dans le sens de
passer à côté d'un gros événement comme ça, mais dans le sens de ne pas gagner une vraie course chez les pros. Je suis passé très proche en 2020, l'année où j'ai été invité, enfin là où j'ai fait mon dernier Tour de France. Ouais. Je pense que si je remplace pas le coureur qui est blessé cette année-là et que je fais d'autres courses, j'aurais dû gagner une course, au moins une course. Maintenant, ça s'est pas fait. J'ai jamais levé les bras sur une course chez les pros. C'est mon gros regret. Mais ouais, un peu comme tu le dis, le niveau est tellement élevé maintenant, tellement évolué, qu'en fait, petit à petit, tu te rends compte que tu n'y arriveras plus. Ouais, et c'était plus ce qu'on me demandait avec l'équipe en plus, de par mon rôle de capitaine. J'aurais pu avoir des opportunités, mais c'est plus ce qu'on me demandait et petit à petit, tu perds la flamme, quoi. Ouais. Et donc, motocross, t'as jamais essayé le motocross, Kevin? Non. Moto, oui. Bah, moto loisir, hein, sur la route, je parle. Et ça t'a jamais tenté? Quand est-ce que je viens au Coudry ou non, mais sans blague, pourquoi pas? Je pourrais te faire essayer. Non, non, j'adorais. En plus, j'ai des potes qui font de la moto. J'ai un de mes très bons copains, un proche, qui a été coach de Matisse en BMX à l'époque. Ah, je dois le connaître. Nicolas Legrain. D'accord. Ah, ça me parle pas plus que ça. Il a fait l'endurance du Coudriou il y a 3-4 ans, je pense. D'accord. Mais maintenant, il roule en moto uniquement pour son plaisir. Et ouais, bah pourquoi pas. Mais non, ouais, j'adorais essayer. Mais comme je te disais, je suis fan de tous les sports. J'ai envie de tout faire. Toi, là, je fais du karting, je refais du cyclocross cet hiver. Ouais. Mais avec cyclocross, j'ai vu que tu t'y étais mis. Ouais, là, je fais ça tout l'hiver parce que l'équipe, c'est le fils de mon premier entraîneur a monté son équipe de cyclocross. D'accord. Ouais, donc tu étais quand même sur le vélo un peu quand même. Ouais. Non, ouais, toi, tu perds la flamme, mais tu perds pas la passion, quoi. Le cyclocross, ça m'impressionne grave. Parce que là, moi je rate souvent, ça passe souvent sur des chaînes, là, tu sais. Et beaucoup d'Hollandais, là, je vois à chaque fois qu'ils sont devant, mais dans le sable, les mecs, ils sont chauds. Belgique et Hollande, c'est les deux grosses nations. La France, on est 3e ou 4e nation. Moi, j'ai bon espoir que ça passe discipline olympique pour 2030, le cyclocross. Ce qui apporterait un grand coup de projecteur dessus. Mais pour faire le parallèle avec la moto, je pense que c'est le sport sur un vélo qui ressemble le plus au motocross. Ah, j'en suis sûr. C'est un circuit court, hyper technique, des ornières, des bosses, des descentes. Les ornières, je peux t'apprendre par contre ça. Il y a des belles ornières. Je pourrais te montrer des photos de ce week-end, il y avait des belles ornières. Je serais curieux. Ouais. Mais non, avec grand plaisir de venir au moins déjà voir comment ça se passe sur un terrain de motocross. Et puis pourquoi pas toi venir voir comment ça se passe sur un terrain de cyclocross. Ouais, carrément. Donc non, on peut en discuter. Ouais. Ça peut faire partie d'une vidéo, pourquoi pas, un échange. Tiens, on teste un jour. Je tends la perche, mais le 2e week-end de janvier, ça doit être le 14 ou le 15 ou quelque chose comme ça. Il y a le championnat de France de cyclocross que je vais faire, qui est à Pontchâteau dans le Loire-Atlantique. D'accord. Qui est pas très loin. Donc si jamais tu veux venir, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Et ben, écoute, ouais, ça serait. Et puis, moi, je te ferais essayer une petite moto, mais. Ouais, pas une grosse cylindrée. Hein. J'ai jamais mis les pieds sur un terrain de motocross. Quand même, tu vois ce que c'est. Ouais, non, mais pourquoi pas. Mais oui, non, c'est clair, ça me plairait. Eh ben, écoute, je pense qu'on a bien parlé. On a fait le tour. Je t'avais dit que j'étais un peu bavard. J'ai tendance à être bavard. Donc. On a fait le tour. J'en profite pour faire un petit coup de pub à cette vidéo pour ceux qui regardent. Alors peut-être que tu as vu d'ailleurs, j'ai mis en place une plateforme de coaching, MyMoto Coaching. J'ai vu. Mais ça là, rejoint tout ce qu'on a dit, ça rejoint toute la préparation mentale, toute l'approche et tout, donc non, c'est top. Et puis comme tu m'expliquais, ça permet de structurer l'approche du motocross. Et je crois que c'est ce que tu veux faire en lançant la plateforme. Donc, bien sûr. On a fait des programmes d'entraînement, etc. Et là, si tu veux, ça a démarré là il y a 2 mois. Et ça marche bien, quoi. Si tu veux, les gens, ils font confiance, même si c'est du virtuel, ils font confiance. Et il y a des progressions, il y a un échange, parce que on a fait un système où ils peuvent discuter avec moi, si tu veux. Et voilà, donc j'en parle pour ceux qui veulent me faire confiance. On est en pleine période hivernale, la saison arrive. Mais c'est quoi alors? Parce que explique-moi, c'est que tu fais les vidéos où toi tu es sur la moto, tu montres ce qu'il faut faire, des vidéos etc. de coaching en fait, où je rentre vraiment dans le détail. Je rentre même des fois plus dans le détail que des cours que je donne, tu vois. Parce qu'en fait c'est en vidéo et j'ai le temps et c'est structuré. Et puis si tu veux, à côté de ça, on a fait
On a fait quelque chose de complet et on parlait de structure d'entraînement aussi. Tu sais, des programmes, tu te lèves le matin, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Bon, déjà, je les ai prévus par exemple. Et on s'est bougé. Il y a aussi de la préparation physique, il y a tout ce qui va avec. Oui, exactement. Ok. Voilà. Donc le jour où tu me mets sur une moto, il faut que je regarde un peu les vidéos avant. Bah t'as pas le choix en fait. mymotocoaching.com. Ok, bah j'irai checker ça moi. Écoute Kevin, franchement un vrai régal de suivre un petit peu ta carrière et d'en parler sans tabou, c'était un vrai plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. On avait déjà échangé plein de fois par message sur les réseaux sociaux et tout, mais se rencontrer une première vraie fois, non, c'était hyper je suis sûr qu'elle va plaire cette vidéo parce que c'est un sport moi qui m'attire beaucoup et qui est difficile. Et c'est vrai que souvent, tu vois, tu as des jeunes qui ont, nous, on a une passion, c'est tu penses qu'à ta passion, mais là en fait on se rend compte qu'il y a des similitudes et les sacrifices, tout ce que tu as fait, t'en es pas arrivé là pour rien, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de similitudes. Et ce que les jeunes pensent pas forcément, et ça je pense que c'est le message que tu peux leur faire passer, un conseil pour les jeunes, que tu dois leur faire passer aussi, c'est que tout ce qui est appliqué et applicable dans le sport, que ce soit les sacrifices, le rythme de vie, la rigueur, c'est le mot qui ressort souvent quand tu parles, et ben c'est applicable plus tard, après la carrière dans la vie professionnelle. Et c'est ce que les entreprises recherchent. Exactement. Là, on va mettre en place justement plein de vidéos. Donc là, tu as été notre invité du jour, mais on va le faire avec d'autres sportifs aussi pour découvrir un petit peu des disciplines. Alors, on va même faire venir un chef d'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise, pour moi, c'est un sportif de haut niveau. S'il veut y arriver, il se lève le matin, il a des objectifs, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Kevin, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Et écoute, je te souhaite que du bonheur dans ta nouvelle vie de papa et ta nouvelle vie qui t'attend. Écoute, développe bien tous tes petits projets et puis je pense qu'on se revoit pour d'autres vidéos du coup. Avec grand plaisir. Merci. Allez, salut Vincent. À bientôt. Ciao, ciao.